La température augmente, ça veut dire que ça a des conséquences sur le climat. Il va y avoir un impact direct sur le climat. Est-ce qu'on doit modifier nos activités ? Les activités humaines actuelles, est-ce qu'on doit les modifier ? Dans quel sens ? Et tout ça, c'est aussi penser notre vie de demain. Comment on s'adapte ? L'île de la Réunion est un département français d'outre-mer, situé à 9000 km de Paris. Au sud-est de l'océan Indien, l'île vit sous l'influence du climat tropical et subit régulièrement le passage de cyclones qui peuvent être dévastateurs. Ok Alicia, je te montre le matériel qui va sortir pour l'opération, donc matériel de filtration et production d'eau potable. Donc là on a un kit pour 10 000 personnes jour. La Piroie est la plateforme d'intervention d'urgence de la Croix-Rouge. Dans cette région de l'océan Indien, l'Agence française de développement participe au financement de ces infrastructures. On travaille dans une zone qui est particulièrement exposée aux risques. Nous avons ici, dans cette zone de l'océan Indien, 2 volcans actifs. Nous avons les cyclones, les inondations, les mouvements de terrain. Et on se rend compte que les populations n'ont pas forcément conscience des risques qui les entourent et ne savent pas s'en protéger. Dans cette région particulièrement concernée par les catastrophes, les effets du changement climatique risquent d'augmenter encore une fois la fragilité de ces populations. Nous avons mis en place des stocks de matériel. Aujourd'hui, 500 tonnes de matériel sont mutualisés et sont répartis dans 7 entrepôts de zone. Donc ça veut dire que 2 entrepôts peuvent intervenir sur une même catastrophe. Cette mutualisation passe également par les formations. Donc nous travaillons sur des formations pour les équipes de réponse aux urgences et les formations de formateurs qui, eux, travaillent directement avec les communautés sur la sensibilisation aux risques de catastrophe. Qu'est-ce que ça signifie un risque naturel ? 1 euro investi sur la préparation aux catastrophes, c'est 7 euros de gagné sur les urgences. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous voyez actuellement au niveau du climat n'est que la conséquence de ce qu'on a pu injecter de nos activités d'il y a peut-être 50 ans, 40-50 ans. Alors vous comprenez bien que dans une problématique où l'homme va injecter des constituants, ces constituants-là, ils vont capter l'énergie, d'où l'effet de serre. C'est-à-dire que ça rentre et ça ne sort pas. Comment doit-on s'adapter et est-ce qu'on peut quand même avoir un impact à moyen et long terme pour changer de cap, en tout cas inverser la tendance? L'activité humaine participe au changement climatique et l'urbanisation, à laquelle la Réunion n'échappe pas, y contribue largement. Quand vous vous promenez à La Réunion, les villes, elles sont dures, elles sont noires de béton et d'enrobés, et donc c'est des villes qui chauffent. Il faut réussir à réintroduire dans la ville tropicale des grands espaces verts et des rues ombragées, et seulement comme ça on arrivera à réduire l'échauffement et du coup on aura moins besoin de se battre au niveau du bâtiment. Certaines façons de construire, certaines façons d'aménager ne seront plus possibles et donc il va falloir penser autrement. Il va falloir construire autrement pour être ce qu'on appelle plus résilient. Ce qui est important lorsqu'on conçoit des modèles d'habitation, c'est d'avoir une idée de ce que sera le territoire à 20, 30 ou 50 ans. La Réunion est une île qui n'a pas encore achevé sa transition démographique. Nous sommes aujourd'hui 840 000, nous serons 1 million dans 15 ans. Il est important de mesurer que l'espace, le foncier, sont très convoités. Si vous favorisez ce qu'on appelle l'étalement urbain, c'est-à-dire que si la ville s'étend trop sur le territoire, vous êtes fortement consommateur de réseaux, de transport, d'adduction d'eau, d'assainissement. Donc il est plus intéressant, je dirais, de densifier et de favoriser une concentration suffisante, pas excessive, mais suffisante, sur des points du territoire richement pourvus en
en fonctionnalité, c'est-à-dire en équipement permettant la vie en collectivité. La SIDR, société immobilière du département de La Réunion, gère 21 000 logements sociaux au profit de 10% de la population réunionnaise. Une population aux moyens souvent modestes. Et le quartier l'a changé? Ah oui, elle est meilleure. Là, elle est meilleure. Quand ils seront finis, ils seront plus meilleurs. Depuis longtemps, vous habitez à là ou là? L'année dernière, on est rentré dans 2 mois. Oui. Mais dans fois là-bas, on a 40 ans. 40 ans, on habite là. Combien d'enfants on en a, vous dire moi ici? Un seul. Oui. Eux, ils ont le souci de la transmission aux plus jeunes, aux générations futures, d'une île, d'un cadre de vie qui soit le plus protecteur possible des ressources naturelles. Pour s'adapter au changement climatique, la SIDR, avec le soutien de l'AFD, a entrepris la réhabilitation de son parc immobilier. Il faut se rendre compte que le bâtiment est responsable d'une grande part de l'émission de CO2 et donc d'une grande part du réchauffement climatique. Donc c'est à nous, en tant qu'architectes, d'être vraiment les garde-fous et être garants de bâtiments conçus durablement et conçus avec du bon sens pour limiter ce phénomène de réchauffement. C'est-à-dire que pour moi, une bonne architecture ne doit pas se couper de son environnement et surtout pas de son climat. Et quand on voit justement les anciens, par exemple à La Réunion, les cases créoles, elles étaient construites avec tout ce sens-là. C'est-à-dire qu'on se décollait du sol pour éviter les remontées d'humidité, on faisait des grandes hauteurs sous plafond pour que l'air chaud puisse s'échapper, on protégeait les façades des rayonnements thermiques, on s'est implanté de façon logique par rapport au sens du vent et la course du soleil. Et avec l'architecture moderne, on a eu tendance à oublier ces dimensions-là. Est-ce qu'il est plus coûteux de construire un bâtiment efficace du point de vue énergétique? Peut-être que nous pourrons constater un surcoût au moment de la construction. Mais ce qui est attendu d'un tel choix, c'est que les économies d'énergie apportées par un tel bâtiment sur le long terme soient au final beaucoup plus importantes que le surcoût constaté au moment de la construction. Donc à long terme, nous sommes gagnants, oui. À La Réunion, comme partout ailleurs, l'énergie fossile importée est la matière première principale pour produire l'électricité, source d'énergie indispensable à l'économie. Quand on est à La Réunion, si on n'a pas de charbon sur place, on doit le faire venir. Si on n'a pas de pétrole, on doit faire venir. Il y a un autre enjeu, quelque part, presque plus intéressant pour l'île d'aller se développer sur du renouvelable que d'aller importer ces matières-là. Et ce qui nous intéresse, effectivement, est-ce qu'on peut maintenant gérer au mieux l'énergie, notamment l'énergie solaire, l'énergie intermittente, en substitution, en tout cas, en contribution par rapport aux énergies existantes. La Réunion bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel, plus de 240 jours par an. Un territoire idéal pour développer l'énergie solaire. Nous, on est une entreprise familiale, du territoire, une PME. Aujourd'hui, sur notre centrale de 3,7 MW, on fournit 2000 foyers en termes d'énergie. Ça permet d'économiser 4000 tonnes de CO2 par an, juste sur notre exploitation. Mais sur cette île volcanique, les terres disponibles sont rares. Énergie solaire et agriculture se retrouvent en concurrence. Pour y répondre, des producteurs d'énergie ont imaginé des infrastructures innovantes. Les panneaux photovoltaïques s'intègrent dans les toits des serres. C'est un partenariat à long terme, sur 30 ans, qui nous lie avec l'agriculteur. Nous, en tant qu'industriels et producteurs d'électricité, nous jouons notre rôle en amortissant la structure et notre partenaire agricole joue son rôle d'agriculteur, lui en produisant à des fins de débouchés alimentaires. Avant la construction, il y a un petit peu de méfiance. Quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qui nous propose des serres aussi faciles à travailler, c'est le rêve de tout agriculteur. Dans notre cas, le solaire nous a permis de faire un bond d'une vingtaine d'années en avant, quoi. Aujourd'hui, l'endettement de l'entreprise par rapport aux investissements sur l'Antioium est un endettement sur vraiment du court terme, parce que dès juillet l'année prochaine, l'entreprise se retrouve avec zéro endettement à la banque. Et surtout, de pouvoir relancer cette culture d'Antioium qui a été carrément décimée dans les années 2000 par la bactériose. À La Réunion, l'emploi des énergies renouvelables est exemplaire.
Elle représente 35% de l'énergie électrique utilisée. L'objectif fixé par la gouvernance de l'énergie, qui réunit acteurs publics et privés, est de tendre vers l'autonomie énergétique de l'île d'ici 2030. Toute terre est donc bonne à prendre pour développer l'énergie solaire. L'établissement pénitentiaire de Barzour offre une grande surface disponible. Pendant 9 mois, 300 personnes se relaient pour assembler les panneaux. Ce projet, c'est 27 000 panneaux installés. Ils ont été installés par des entreprises locales et 37 détenus ont participé à la construction de cette centrale. Mais l'énergie photovoltaïque a aussi son talon d'Achille. Soleil et nuages restent maîtres du jeu. La centrale de Barzour accueille une première mondiale pour une centrale de cette capacité. Un système de stockage sur batterie, couplé à une interface informatique. La distribution vers le réseau de l'île est ainsi régulée en tenant compte à la fois des besoins du réseau et de l'énergie accumulée pendant les heures d'ensoleillement. Le développement de cette centrale photovoltaïque a eu aussi un impact social et environnemental inattendu. Un arboretum a été implanté sur le site. L'arboretum va servir d'arboretum semencier avec des espèces identifiées qui vont permettre de récupérer les semences et pouvoir être utilisées après ailleurs dans leur écosystème naturel. Ce sont des plantes qui correspondent à la zone semi-sèche de la Réunion. Il ne reste sur l'île que 1% de cet écosystème car le réchauffement climatique et les incendies tendent à faire disparaître ces espèces-là. Autre intérêt de l'arboretum, sa dimension sociale. Des personnes détenues peuvent se voir proposer un emploi. Ils reçoivent ainsi une formation aux différentes pratiques de l'agriculture raisonnée ainsi qu'une formation apicole. Il y a 8 détenus qui ont été formés à l'apiculture par un apiculteur réunionnais qui leur a dispensé une formation sur 8 mois. Et dans les 8 personnes qui ont été formées, il y en a 3 qui vont s'installer en tant qu'apiculteurs. On peut plus se permettre de ne pas réfléchir à la question climatique. Tout le monde doit changer, y compris les modes de vie. Ça ne veut pas dire tout casser en 3 jours ou en quelques mois. On a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Je dis souvent à mes étudiants, ce qu'on fait actuellement, c'est comme quand on prend un petit grain de sable. Vous voyez, je prends un petit grain de sable à chaque fois et je le laisse tomber. Et quand est-ce qu'il va devenir un grand tas de sable? Et finalement, la contribution, elle est peut-être minime, mais voilà. Pour faire ce tas de sable, il faut des milliers de petits grains. Mais n'empêche qu'il faut poser grain par grain pour que ça fasse un tas de sable. À 250 km à l'est de la Réunion, l'île Maurice. Cet État indépendant depuis 1968 a su diversifier son économie. Canne à sucre, textile, finance et bien sûr tourisme. Mais derrière ce paysage de cartes postales, le réchauffement climatique laisse apercevoir ses premiers impacts. Sur certaines côtes, la montée de l'océan érode le littoral. Première trace ignorée des touristes, mais qui n'échappe pas aux dirigeants mauriciens. Le gouvernement décide alors de réunir acteurs publics et secteurs privés pour initier une nouvelle politique, Maurice Île Durable. Maurice Île Durable, c'est essentiellement une vision, allons dire, d'une société en termes de développement économique, en termes de développement social et de développement environnement. Ce projet a consisté surtout à essayer de voir comment un mix des énergies renouvelables pouvait permettre à Maurice d'atteindre 65% de sa production et de sa distribution d'énergie en 2030. Lorsqu'on parle d'énergie, souvent des fois on parle d'énergie renouvelable, énergie classique, fossile, mais on parle moins d'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique étant la possibilité de réduire les consommations des moteurs électriques dans les usines, des moteurs électriques dans les bâtiments, des moteurs électriques dans les ascenseurs, etc. Dans un premier temps, une cartographie de 650 entreprises est réalisée. Puis un échantillon de 10 entreprises accepte de participer à un audit sur leur efficacité énergétique. Cet audit, mené avec l'expertise de la Réunion, est financé par le soutien des bailleurs de fonds internationaux.
Nous avons choisi de participer à la démarche d'audit vapeur, car la vapeur est le premier poste de notre facture énergétique, soit plus de 50% de la facture énergétique. Je pense que s'il n'y avait pas eu d'aide pour réaliser l'audit, nous ne l'aurions pas réalisé aussi vite. On n'aurait pas engagé les niveaux d'investissement qu'on a engagés et dont on est en train de récolter les fruits aujourd'hui. Depuis les années 70, le développement économique a provoqué un besoin toujours plus grand en électricité. Pour Maurice, comme sur toute île, l'approvisionnement en énergie est un problème crucial. L'État mauricien a chargé les producteurs sucriers de fournir, à partir de leurs usines équipées de centrales thermiques, de l'électricité revendue ensuite aux distributeurs. Le groupe Omnican, au départ, produit du sucre et exporté comme sucre raffiné sur l'Europe. Elle utilise la bagasse, qui est un résidu de la canne, après production du sucre, pour brûler et faire de l'énergie. Le mix est de à peu près 70% de charbon pour 30% de bagasse dans les centrales de cogénération. Et la volonté est de réduire cette dépendance du charbon, et donc développer d'autres sources de biomasse, comme le bois, la paille de canne. Le développement durable, c'est aussi limiter la production de déchets et rentabiliser au maximum une filière industrielle. Tous les produits sont recyclés, nos effluents sont retraités, sont réutilisés, quelquefois dans nos installations. Ainsi, la fermentation de la mélasse produit de l'éthanol. Les usages peuvent être de plusieurs ordres. Elle peut être utilisée pour les boissons, elle peut être utilisée pour la pharmaceutique, dans la parfumerie. À Maurice, il existe même le projet d'utiliser l'éthanol comme carburant automobile. C'est vraiment une volonté et c'est un acte de foi dans le pays de vraiment essayer de rejoindre cette vocation de Maurice Île Durable qui est tellement chère à nous tous ici. Il y aura de plus en plus de petites sociétés qu'on appelle à Maurice des Small Independent Power Producers, c'est-à-dire des petits producteurs indépendants d'énergie, qui, soit par l'éolien, soit par l'hydroélectrique, soit par la biomasse ou le biogaz, vont pouvoir contribuer à enrichir en électricité cette grille intelligente, ce réseau intelligent de distribution d'électricité qui permettra de plus en plus à cette démocratie énergétique de prendre le pouvoir sur le fait qu'aujourd'hui nous sommes en quelque sorte dominés par des très grandes entreprises de production et de distribution d'énergie, pétrolière ou nucléaire. Enfin, nous allons pouvoir, nous, les êtres humains, dans la société, jouer un rôle de construction et de planification de notre avenir. Dans l'océan Indien, comme partout dans le monde, consommation d'énergie, mode de vie et changement climatique sont interdépendants. Nos sociétés devront-elles inventer un nouveau modèle ? On ne peut pas changer le modèle, on peut construire, on peut bâtir, on peut emmener des changements, on peut s'ajuster. Nous avons souhaité faire de l'île Maurice une sorte de projet pilote pour le monde concernant non seulement les questions liées au réchauffement climatique, mais aussi au développement durable. Maurice est très petit. Nous savons bien que, quelque part, l'infiniment grand et l'infiniment petit se rencontrent. Il n'y a pas de différence, en fait, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit.